BFM Business, BFM Crypto, le club. Chaque jour vers 16h35, nos experts crypto, le club BFM Crypto, ils viennent de nous rejoindre. Valentin Demey pour Cryptos, journaliste pour Cryptos. Bonjour Valentin. Bonjour Guillaume. Bienvenue. Jonathan Ascovici. Bonjour Jonathan. Salut Guillaume. Bienvenue, directeur général de Stackinsat et organisateur de Surfing Bitcoin. Pour ceux qui nous suivent à la radio, vous savez que BFM Business c'est aussi à la télévision et Jonathan a revêtu sa combinaison Bitcoin. Vous pouvez le découvrir. Venez nous rejoindre en télé, vous allez voir. Ça permet aussi de régler la couleur de cette télévision, c'est l'avantage. C'est à peu près ça. Même si c'est pas la bonne couleur à la base, le Bitcoin c'est pas plutôt mettre orange. le même t-shirt à chaque fois. C'est vrai. Il faut se changer. La dernière fois, c'est vrai que le Bitcoin est orange, c'est ça. Et là c'est en vert, là, pour décrire un peu à ceux qui nous écoutent à la radio. C'est peut-être pour parler de la tendance à venir du Bitcoin dans le vert, on l'espère. Tiens, Laurent est avec nous aussi, justement, pour mesurer le potentiel du Bitcoin, les cours du Bitcoin. Laurent Pignot, bonjour Laurent. Depuis Zone Bourse, un peu dans le vert le Bitcoin aujourd'hui, puisqu'il remonte un tout petit peu la pente, 19 097 $. Ça reste néanmoins assez timide. Oui, alors effectivement, ça reste assez timide, puisque si on regarde le Bitcoin, il affiche quand même une volatilité relativement faible sur ces derniers jours et même sur ces dernières semaines. Alors en regardant même d'un peu plus près, typiquement en l'espace d'un mois, le BTC est resté bloqué entre 18 500 et 20 000 $, sans donner de réels signaux de continuation, que ça soit de cette tendance de fond baissière ou de renversement justement de cette tendance. Alors évidemment, le marché des crypto-monnaies évolue dans un contexte qui est toujours dégradé, où il est difficile de dénicher le moindre catalyseur positif qui permettrait justement de relancer le marché. D'ailleurs, les indices boursiers se retrouvent eux aussi sur des supports majeurs, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. On sent bien qu'on est à deux doigts de flancher. Mais je trouve que le Bitcoin reste tout de même bien résilient sur ces niveaux, au niveau des 20 000 $, contre toute attente. En regardant de plus près sur ces 5 dernières semaines, l'indice technologique américain, donc le Nasdaq, avec qui le Bitcoin évolue avec une forte corrélation, on le sait, eh bien cet indice a sous-performé le Bitcoin sur 5 semaines, en se délestant de quasiment 15% contre 12% pour le Bitcoin. Mais bon, si le Bitcoin résiste, la tendance de fond reste toujours intacte et dégradée. Et les investisseurs donc restent frileux et laissent de côté les valeurs technologiques et les valeurs risquées, comme le prouve la chute du Nasdaq. Alors les niveaux à surveiller sur le Bitcoin, avec cette faible volatilité, évidemment, ça reste toujours cette zone assez large autour des 20 000 $, qui a fait support depuis le mois de juin et qui continue de le rester pour l'instant. Mais comme pour les indices mondiaux, on sent bien là qu'on est sur le fil du rasoir et qu'on pourrait aller chercher plus bas au niveau des 15 000 $ si une mauvaise nouvelle venait à s'ajouter à ce contexte. Alors en revanche, si cette zone tient, pour relancer la tendance haussière, j'attendrai un retour de la hausse du nombre de transactions et plus d'activité sur le réseau pour franchir les 22 500 $ dans un premier temps, et puis la zone des 25 000 $ dans un second temps. Mais attention tout de même au moindre rebond technique à court terme dans ce contexte morose. On a d'ailleurs demain la publication de l'inflation aux États-Unis qui pourrait attirer son lot de volatilité sur les marchés au moment de la publication. Donc restons vigilants à court terme en attendant d'y voir un peu plus clair dans ce contexte et renverser cette tendance de fond, comme je le disais. Et on rappelle qu'il ne faut investir bien sûr en crypto que l'argent dont on n'a pas besoin. Tout ça reste très volatile et spéculatif. Un mot aussi de l'Ether actuellement sous les 1300, 1296. Est-ce que sur l'Ether, vous voyez un potentiel différent que pour le Bitcoin dont vous venez de nous parler, Laurent ? Alors justement, sur l'Ether, la tendance est similaire pour la deuxième crypto-monnaie du marché qui navigue entre 1250 et 1300 $ depuis un mois et ne donne pas, là aussi, aucun signal de retournement sur cette tendance pour les mêmes raisons que pour le Bitcoin. Et malgré que son adoption continue avec des acteurs internationaux qui se positionnent sur Ethereum en tant que validateurs, mais on sent bien que finalement, c'est cette atmosphère macroéconomique pesante qui prime et qui pèse sur le cours de l'Ether avant tout. Alors pour l'instant, c'est bien cette zone autour des 1300 $ qui tient et que je surveille, et que si elle était franchie avec une dégradation du contexte économique, l'Ether pourrait retourner sur ce support et le prix psychologique des 1000 $. Et pour renverser cette tendance baissière, j'attendrai un dépassement franc et massif des 1500 $, et puis idéalement de franchir un petit peu plus haut cette zone majeure des 1800, 2000 $ qui permettrait cette fois-ci de redonner un signal haussier à moyen terme sur les terres. Merci beaucoup. Laurent Pignot en direct avec nous depuis Zone Bourse. Bonne journée Laurent, chez vous au Canada, puisque vous êtes en direct avec nous depuis le
Canada. On parlera à nouveau dans un instant du potentiel des cryptos, mais on voit que tout cet univers, ces technologies continuent de convaincre et de se développer. Et Valentin, une preuve de plus. JP Morgan, et vous n'en avez pas marre de nous annoncer des bonnes nouvelles pour l'écosystème chaque jour, Valentin? Vous contrebalancez chaque fois, Guillaume, donc ça permet d'avoir un 50-50. JP Morgan et Visa donc s'associent pour développer les paiements transfrontaliers. Ils s'associent pour cela sur une solution blockchain. Exactement. Alors là, vous l'avez bien distingué, c'est pas forcément les crypto-monnaies, mais c'est la technologie sous-jacente, la blockchain, qui intéresse ces deux géants, JP Morgan et Visa. JP Morgan a sa propre blockchain et c'est justement sur ces services qu'ils vont collaborer avec Visa pour les paiements transfrontaliers et essayer de réduire les échecs, les temps de latence qu'il peut y avoir dans ces paiements si particuliers grâce à cette technologie. Ce qu'ils nous disent, c'est que grâce à ces deux technologies, ils vont pouvoir vérifier plus de 2300 milliards de comptes bancaires et plus de 3500 institutions financières différentes, ce qui est quand même énormément de chiffres. C'est assez impactant et c'est normal, c'est deux géants du paiement et du monde bancaire. Donc, c'est des solutions qui vont permettre, avant même le paiement, de valider certaines transactions pour éviter les échecs. Et les échecs, et j'ai appris ça en lisant cet article de Cryptos de chez nous, c'est 118 milliards de dollars qui sont perdus selon Forbes, chaque année. C'est énorme, d'échecs de paiement dans le monde. C'est 118 milliards de dollars qui sont perdus. Donc à cause des échecs de paiement. C'est assez important et c'est dans cette dynamique que cette solution se positionne. Solution blockchain donc. Solution blockchain. Encore une fois, c'est pas des blockchains publiques comme celles qu'on peut connaître de Bitcoin et Ethereum, mais c'est quand même des technologies sous-jacentes à ce monde-là. Et ça fait un peu écho à ce que disait Ravi Menon il y a quelques semaines à la fameuse réunion des banquiers centraux, il y a quelques semaines, qui est le directeur général de l'autorité monétaire de Singapour, qui disait que les systèmes de paiement actuels sont lents, coûteux, opaques, inefficaces et qui ne sont pas adaptés au XXIe siècle. Ça y est, on commence à voir des technologies un peu plus adéquates qui s'y dessinent et cette association entre JP Morgan et Visa sur la technologie blockchain pour les paiements transfrontaliers l'incarne. Et voilà, une pierre de plus, un signal de plus de l'intérêt que le monde réel, le monde traditionnel, les géants de la finance trouvent au blockchain et puis régulièrement aussi à l'écosystème crypto. Vous venez régulièrement nous en parler. Et le Bitcoin d'ailleurs, quel intérêt dans ce monde de demain qui tente de se bâtir? Vous organisez, Jonathan, chaque année à la fin du mois d'août ce rendez-vous, cette grande conférence Bitcoin, Surfing Bitcoin. La toute dernière, c'était fin août, donc la 3e édition. C'était la dernière du monde pré-merge d'Ethereum, puisque depuis Ethereum a fait son merge, est passé au Proof of Stake, est passé de l'autre côté de la montagne, dans l'autre façon de fabriquer des jetons. On est bon? Je dis pas de sécuriser la blockchain. Oui, sécuriser la blockchain. Bon, voilà. Et donc, c'était la dernière édition de Surfing Bitcoin, pré-merge d'Ethereum. Est-ce que le fait que maintenant Ethereum a changé de fonctionnement, est-ce que ça va changer l'avenir de Surfing Bitcoin? Est-ce que ça va changer l'avenir du Bitcoin? Est-ce que ça va changer l'avenir pour les maximalistes Bitcoin que vous représentez ici? Écoutez, Guillaume, merci pour cette question. Parce que vous vous doutez bien que le sujet Ethereum est un sujet majeur pour les bitcoiners maximalistes. Évidemment, je vous taquine. Sachez que Surfing Bitcoin, donc cette année, on a réuni plus de 2000 personnes. On est du coup la conférence Bitcoin la plus importante en Europe. Donc évidemment, on va organiser une 4e édition. J'espère que vous serez là l'année prochaine. Je le souhaite vivement. Et pour répondre à votre question quand même plus sérieusement, donc évidemment, il y avait ce débat entre les deux méthodes de sécurisation des blockchains, entre le Proof of Work et le Proof of Stake. Donc évidemment, vous avez parlé de The Merge et en tant que Bitcoiner, quand même, on suit l'actualité crypto et notamment sur Cryptost avec Valentin ici présent. Merci. Et d'ailleurs, c'était aussi l'objet d'une table ronde à Surfing Bitcoin. Et évidemment que ça ne va absolument rien changer. Et j'ai envie de vous dire, ça nous conforte dans le potentiel de Bitcoin sur justement la façon dont il est sécurisé, parce que encore une fois le proof of work, c'est basé sur de l'énergie, donc c'est une dépense qui est irrécupérable et c'est ce qui fait que Bitcoin est une monnaie saine, une monnaie dure. Le problème d'Ethereum avec ce proof of stake, c'est que finalement ce sont les personnes les plus riches, donc nous on appelle ça le proof of wealth, c'est que plus vous êtes riche et plus vous avez la capacité de sécuriser la blockchain. Donc finalement, on reste un peu sur les mêmes logiques que les monnaies fiduciaires traditionnelles, avec cet effet cantillon, où finalement ça va rester toujours autour des mêmes personnes, alors que Bitcoin, n'importe qui, entre guillemets, qui a la capacité de consommer de l'énergie, peut miner du Bitcoin et donc sécuriser la blockchain de cette façon-là. Donc pour nous, finalement, c'est presque maintenant, la dernière
blockchain qui est minée avec le Proof of Work. Et c'est ce qui, encore une fois, fait son unicité. Oui. Et le fait que Bitcoin devient et reste encore plus unique qu'auparavant. Oui, c'est ça. Plutôt une bonne nouvelle pour nous. C'est ça. Le fait qu'Ethereum soit passé à une autre forme de sécurisation, le Proof of Stake vient rendre encore plus unique le Bitcoin, va renforcer donc à vos yeux sa valeur. Complètement. On a beaucoup entendu, le jour où il y aura de l'inflation, parce qu'on était plutôt en manque d'inflation ces dernières années, le jour où l'inflation viendra, le Bitcoin montrera qu'il est une valeur refuge, les gens se rueront sur le Bitcoin. L'inflation est là, en tout cas les hausses de prix, et le Bitcoin a reculé depuis le début de l'année, il n'arrive plus vraiment à dépasser les 20 000 $. Est-ce que donc la réalité ne vient pas rattraper le fantasme? Est-ce que Bitcoin n'est pas en train d'échouer comme actif anti-inflation? Alors évidemment, Guillaume, je ne vais pas vous surprendre, je ne suis absolument pas d'accord avec vous. Et j'ai des éléments justement pour vous le prouver. Et on a vu justement ce qui s'est passé avec la livre sterling. Et en gros, le gouvernement anglais a annoncé justement des mesures pour protéger l'économie anglaise et notamment pour faire fonctionner la planche à billets, comme d'habitude. Et effectivement, la réaction des marchés a été immédiate et d'ailleurs assez surprenante, je dois vous dire, parce que du coup, les volumes du coup dans la paire BTC, du coup livre sterling, ont explosé. Donc on voit que du coup cette logique d'impression monétaire illimitée fait que du coup les gens veulent se réfugier vers des actifs, disons, qui ont le potentiel de se protéger contre la perte du pouvoir d'achat, et c'est ce qu'ont fait du coup les marchés en investissant massivement sur Bitcoin, en tout cas sur la paire Bitcoin livre sterling, qui du coup est quand même une paire majeure. Et en plus de ça, pour compléter un petit peu ma réponse, il ne faut pas voir du coup la protection contre l'inflation sur un prix à court terme. Encore une fois, on est sur un temps très long. Bitcoin a le potentiel de devenir un étalon monétaire mondial. Ce potentiel, évidemment, ne va pas se faire du jour au lendemain. Et il faut regarder sur des échelles beaucoup plus longues en termes de temps et ne pas se focaliser sur, effectivement, la réaction du prix à court terme et bien se positionner sur un temps beaucoup plus long pour voir l'efficacité de cette protection contre l'inflation. Protection contre l'inflation s'il n'y a pas parallèlement de resserrement monétaire. Est-ce qu'on peut imaginer un univers où on est de l'inflation sans resserrement monétaire? C'est la question, parce que finalement, tout continuera de dépendre de la stratégie des banques centrales, malgré tout. Complètement, c'est-à-dire qu'en gros, elles sont un peu entre le marteau et l'enclume. Soit on protège la croissance, soit on lutte contre l'inflation. Et finalement, les banques centrales doivent du coup jongler entre ces deux problématiques. Et effectivement, elles ont un pouvoir finalement de faire évoluer le prix du Bitcoin indirectement en fonction de leur comportement. Mais c'est vrai, quand on voit du coup ce qui se passe depuis le Covid, depuis la crise des mesures anti-Covid, cette impression monétaire illimitée fait que, à mon sens et au sens des bitcoiners, la promesse de Bitcoin en tant que réserve de valeur et en tant que protection contre la perte du pouvoir d'achat est toujours là, plus que jamais. Parce qu'à vos yeux, même si les banquiers centraux resserrent aujourd'hui leur politique monétaire, relèvent leurs taux, vous estimez que ça ne durera pas et qu'on reviendra à de l'impression monétaire parce que dans l'urgence, les banquiers centraux n'auront pas d'autre choix à un moment donné. Un risque de crise financière, un risque de ralentissement trop fort de la croissance, tout cela les poussera à redevenir plus accommodants. C'est votre scénario. J'ai pas de boule de cristal, mais en tout cas, effectivement, le côté pompier pyromane, c'est quelque chose d'assez récurrent chez les banques centrales. Et après, c'est cette chaîne de Ponzi, finalement, on peut l'assimiler comme ça. Jusqu'où va-t-elle aller avant que ça éclate? Et effectivement, l'inflation, alors je vois Valentin qui sourit et qui est probablement d'accord avec moi. Il bouillonne. Mais en tout cas, effectivement, cette phase d'inflation, finalement, ça fait longtemps qu'on en parle. Alors, effectivement, le gouvernement et les acteurs institutionnels disent que c'est à cause de la guerre en Ukraine, à cause de Poutine, etc. Mais nous, en fait, finalement, en tant que bitcoiners, ça fait longtemps qu'on le dit, et finalement, on est en train de le vivre. Donc, en fait, tout ce qui se passe en ce moment, même si effectivement, c'est plutôt des mauvaises nouvelles pour l'économie en général, de notre point de vue, c'est plutôt très favorable pour Bitcoin. D'accord. Bon, sauf que pour l'instant, ça ne se voit pas dans les cours du Bitcoin. Et vous dites à long terme, ça se verra. Exactement, c'est dans une échelle de temps. Vous y croyez toujours, vous aussi, Valentin? Moi, je suis amusé parce que pour une fois, on entend Ponzi dans la finance traditionnelle et c'est vous qu'on accuse, Guillaume, votre génération de Ponzi. C'est pour ça que je rigolais, parce que vous êtes normalement celui qui brandit ce torchon rouge, et là, on le brandit dans l'économie traditionnelle. Donc c'est pour ça que je rigolais. Mais effectivement, on verra sur le prix, sur le long terme, sur le fondamental. Ça tend à être ce que Jonathan nous annonce effectivement cet après-midi être. Bon, on verra. Pour l'instant, Bitcoin, comme actif refuge face à l'inflation,
Pour l'instant, ça reste à prouver, mais on va laisser sa chance à l'histoire. Et au temps long, en effet. Comme on laisse leur chance au marché, dans le temps long. C'est la même chose. La réglementation, on n'en a pas encore parlé. MiCA, adopté au Parlement européen, c'était avant-hier. Quels impacts est-ce que vous attendez de MiCA et de TFR pour les plateformes françaises? Vous en êtes une, StackInsat, vous êtes à la tête de StackInsat. Cette réglementation, comment vous la viviez? Alors pour nous, encore une fois, ça peut être polémique dans l'écosystème Bitcoin, parce qu'effectivement, nous, on est plutôt pour la réglementation. StackInsat, on est compliance by design, parce que lorsqu'on a lancé notre plateforme, on venait d'obtenir donc l'enregistrement PSAN, donc ça date du 29 septembre 2020. D'ailleurs, on est une des premières plateformes à avoir été enregistrée. Donc nous, c'est plutôt quelque chose de positif. Et finalement, ce MiCA et ce TFR, c'est plutôt quelque chose qui, selon nous, va dans le sens de l'histoire. Dans le sens où ça va permettre à nos clients, à nos partenaires d'avoir une réassurance supplémentaire, dans le sens où évidemment le fait d'avoir un tampon de l'AMF ou justement avec ce MiCA au niveau plus global en Europe, ça va permettre de rassurer tous nos partenaires, nos clients, etc. Après, effectivement, il y a toujours ce souci de distorsion de concurrence. Parce que, nous, plateforme française, on va se conformer à la réglementation européenne, la future réglementation européenne, mais qu'en est-il des acteurs étrangers, finalement, où là, effectivement, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que eux interviennent de manière sans souci, en fait, sans être inquiétés. Et c'est vrai que ça, c'est un petit peu dérangeant, même très dérangeant, pour être honnête avec vous, Guillaume. Donc ça fait partie des sujets qu'on a des sujets de discussion qu'on a avec le régulateur et avec le gouvernement. Et l'autre point aussi qui peut être cette fois un peu plus négatif, c'est au niveau des nouveaux entrants. Parce que nous, en tant qu'acteurs historiques, finalement, c'est plutôt notre intérêt, vu qu'on est déjà bien installé, qu'on est financé, qu'on a une base de clients, etc. Donc c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, même si ça reste compliqué, d'aller chercher ce MiCA. Et entre-temps, nous, on ira chercher l'agrément PSAN, qui est différent de l'enregistrement. Donc avec StackInsat, on espère faire partie des premières plateformes agréées PSAN. C'est un gros niveau supplémentaire d'exigence. Voilà, qui va nous permettre justement de basculer, parce qu'a priori, il y aurait une transposition très facile vers le MiCA. Mais pour les nouveaux entrants qui arrivent, moi je suis jeune entrepreneur, j'ai un nouveau projet, et j'arrive avec toute cette pile, j'allais dire d'emmerdements, si je peux me permettre, qui sont pas forcément faciles à gérer lorsqu'on débute un projet. Donc là, ça peut être aussi un problème pour les nouveaux entrants. Et c'est là où on peut aussi relativiser finalement tout ça. Mais en tout cas, nous, pour StackInsat, c'est plutôt une bonne nouvelle et on va se conformer à la réglementation et on a hâte de ça. Pour mesurer le potentiel de cet écosystème, il faut regarder alors bien sûr comment des acteurs arrivent à créer des entreprises dans le cadre de la réglementation, regarder le potentiel des cours des cryptos, l'analyse technique très important, et on va parler aussi de l'analyse on-chain. Amaury de Tonquédec nous rejoint comme chaque mercredi pour ce point pédagogique, l'expresso d'Amaury. Salut Amaury. Salut Guillaume. Et bienvenue. C'est quoi l'analyse on-chain, Amaury ? Alors déjà pour commencer, on va rappeler ce qu'est la blockchain, qui est un livre dans lequel sont inscrites toutes les transactions de tous les participants. Ce livre est actualisé en temps réel, de nouvelles pages sont constamment remplies. L'analyse on-chain, c'est en fait se plonger dans ce livre et y feuilleter les pages. Le but, c'est d'aller au chapitre de ce qui nous intéresse et de lire ce qui s'est passé ou ce qu'il est en train de se passer et d'en tirer des conclusions. Et ça nous apporte quelles infos ? On peut voir tout ce qui s'y passe, flux entrant, flux sortant, prix d'achat moyen sur une période donnée, qui est actif, qui ne l'est pas, le nombre de nouvelles adresses créées, etc. On peut comparer ça à de l'économie comportementale. Quelles décisions d'investissement ou de désinvestissement prennent les investisseurs? Et on peut voir ça sur toutes les blockchains publiques et même sur certaines collections de NFT. Ça s'appelle l'analyse on-chain. Maintenant, il faut quand même nous expliquer comment ça marche. Est-ce qu'il faut par exemple un auditeur, comme une entreprise traditionnelle, un auditeur ou faire appel à un cabinet d'audit pour en effet consulter ce livre de la blockchain ? Non, et c'est tout l'intérêt. Tout le monde peut consulter ce livre et il n'y a qu'une seule version. Les données inscrites sont ouvertes, auditables et publiques. Ça permet d'être certain qu'il n'y a pas de fraude sur le réseau. L'information y est fiable car protégée par tous les acteurs de ce réseau. Donc ça ne nécessite pas de déclaration officielle comme les entreprises classiques centralisées doivent en réaliser? Non, par exemple, pas besoin d'attendre une publication des résultats. On peut mesurer la santé d'un projet en temps réel. Ça met la pression sur les entreprises qui ont des implications en crypto car elles peuvent être auditées par n'importe qui, n'importe quand. Bon, alors on va poursuivre, on va aller encore plus loin sur l'analyse on-chain parce que c'est
important et parce que c'est chaque mercredi le rendez-vous pédago, l'Expresso. Pour vous qui nous suivez, vous apportez un coup d'avance et vous acclimatez à cet écosystème. Concrètement, l'analyse on-chain, qu'est-ce que ça apporte à l'investisseur ? Ça va lui servir à connaître l'état de santé du réseau, de la blockchain en question, et aussi la structure du marché, de son token, la psychologie de ses participants. On va prendre l'exemple de Bitcoin. Une hausse significative du nombre d'adresses Bitcoin actives peut signifier une dynamique de l'adoption lors des marchés haussiers. A l'inverse, une baisse significative du nombre d'adresses de Bitcoin actives peut signifier l'arrivée d'un bear market, et ce, parfois avant même l'analyse dite technique qui va se baser uniquement sur le prix du Bitcoin. Autre exemple, si on arrive à voir que beaucoup de mineurs prennent des profits, ça peut signifier qu'un top de marché n'est pas loin. Et donc, l'analyse on-chain peut-elle permettre de prévoir les cours du Bitcoin ? En tout cas, ça donne des infos riches et accessibles, mais attention, c'est un outil très jeune et encore en développement. Je crois qu'au mieux, on a à peu près 5 ans de recul. D'ailleurs, en France, on a Kaiko qui analyse les flux dans la blockchain pour le compte de grandes entreprises pour les guider dans leur prise de décision. Ils ont d'ailleurs levé 53 millions d'euros en juin dernier pour se développer dans ce sens. Alors, l'analyse on-chain, vous nous avez expliqué comment ça marche. Maintenant, on va essayer de nous dire vous allez essayer de nous dire, Valentin, c'est sur vous que ça repose, attention. Vous allez nous dire quels signaux l'analyse on-chain nous envoie sur le Bitcoin, par exemple, en ce moment, la psychologie dont nous parlait Amaury, la psychologie des investisseurs. Alors, la psychologie des investisseurs, j'ai sélectionné 3 informations qui sont issues d'un travail que fait Bella à Cryptos chaque semaine, qui est justement notre analyse on-chain, qui fait que ça chaque jour et qui, toutes les semaines, nous tient un jour de ce qu'il déduit de cette analyse à travers ce que tu viens de décrire à Maury. Les 3 infos que j'ai retenues qui vont dans ce sens-là sont les suivantes. La première, c'est que les échanges détiennent actuellement 2,33 millions de Bitcoin, soit 12% de l'offre en circulation actuelle. Et ça, c'est ce que tu viens de dénoncer à Amaury. La force de tout ça, c'est que c'est auditable en permanence par tous, tout le temps. On sait que à l'instant T, cette semaine, c'est 12% de l'offre en circulation totale des Bitcoins qui sont sur les plateformes. On est sur, malgré, et c'est la deuxième info, malgré 2 dépôts notables cette année. On a été en mai et en septembre cette année, on a pu témoigner de ça, de nombreux dépôts sur les plateformes. On est quand même sur des niveaux relativement bas dans l'histoire de ce qu'ont les plateformes aujourd'hui sur leur balance, qui est proche de ce qu'on a pu connaître en bear market entre 2018 et 2019. Et c'est des infos assez intéressantes parce que ça prouve que les participants détiennent leur crypto-monnaie, détiennent leur Bitcoin sur leur propre clé, leur clé privée, afin de gagner en souveraineté, tout en manifestant un intérêt clair pour Bitcoin, qui est effectivement, Jonathan, dans l'esprit de ces investisseurs, le meilleur rempart contre les politiques monétaires des banques centrales. Jonathan, je le dis pour ceux qui nous suivent à la radio, Jonathan acquiesce, il dit oui, là. Il est d'accord. Et c'est amusant parce que et c'est pour faire le rebond sur, vous en parlez Guillaume, la réglementation, TFR, il y a cette subtilité qui donc a été votée, vous l'avez dit Guillaume, lundi autour de 18h, qui entrera en application plus tard dans les prochaines années. Il y a cette subtilité entre les plateformes comme vous, StackingSat, qui vont devoir noter chaque échange dès les premiers euros entre des personnes qui retirent de StackingSat vers Binance et ainsi de suite, et des personnes qui détiennent leur clé privée, qui détiennent leur ledger, si on veut un petit peu grossir le trait, et qui, eux, entre ces portefeuilles self-custodian, donc qu'ils détiennent réellement, n'auront pas à déclarer dès le premier euro le nom, le prénom et toutes les informations des contribuables qui vont faire cet échange en Europe. Donc c'est aussi dans ce sens-là. C'est tout simplement impossible. C'est plus compliqué, effectivement. Plus compliqué, tu es gentil. C'est impossible ou pas ? C'est très compliqué. Ce serait très très compliqué et impossible à mettre en œuvre à une échelle comme ça. Ça serait très compliqué et probablement inutile, d'autant qu'avec l'analyse on-chain, on peut voir déjà beaucoup d'informations. Et voilà, c'est l'intérêt aussi de l'analyse on-chain que tout cela souligne. Impossible n'est pas français. Attention. C'est vrai. Merci de nous avoir accompagnés. Merci à tous les 3. Jonathan Herscovici, directeur général de StackingSat, l'un des porte-drapeaux du maximalisme Bitcoin en France et de l'écosystème, également organisateur de Surfing Bitcoin, un succès chaque mois d'août.
Foot. Valentin Demey, journaliste pour Cryptos, toujours un succès comme Oncle Benz. Merci d'être passé nous voir. Merci Guillaume. Et Amaury de Tonquédec, bien sûr, qui nous accompagne chaque mercredi, l'Expresso d'Amaury, et qui prépare cette émission BFM Bourse 15h-18h au quotidien. Merci beaucoup. Bon retour messieurs. Dans un instant, la séance en direct. On va se reconnecter, se rebrancher, la finance traditionnelle que Jonathan a choisi de quitter il y a quelques années. Le CAC 40 est en train de reculer. On va tout vous expliquer, parler du potentiel des marchés juste après la pause. On se retrouve dans 2 minutes. À tout de suite.